Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Mais nous ne céderons pas. La riposte commence maintenant. Chaque don est une bouée de sauvetage. Chaque signature de la pétition que nous avons lancée est une balle contre la censure. TVL pourrait mourir pour le plus grand plaisir de la Macronie et de l'extrême centre, pour le plus grand plaisir de la caste médiatique. TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Donald Trump à la croisée des chemins. Le président des États-Unis va devoir choisir entre le rêve néocon et israélien d'attaquer Téhéran et l'isolationnisme dont il a fait profession pendant sa campagne. Retour en Europe ensuite avec la Commission européenne qui entend interdire d'importer le gaz russe aux États membres d'ici la fin de l'année 2027. Et enfin, en France, l'éducation nationale continue sa dégringolade avec de nouveaux rapports inquiétants pour le futur du pays. Les États-Unis vont-ils intervenir en Iran ? Les déclarations guerrières de Donald Trump laissent entendre qu'un tel scénario est désormais possible et romprait avec l'isolationnisme prôné par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle. 6 jours et 6 nuits consécutives de guerre entre l'Iran et Israël après l'agression de Tel Aviv contre Téhéran. Les dernières frappes israéliennes menées par plus de 50 avions ont ciblé des sites de production de centrifugeuses à Téhéran et des usines d'armement, détruisant notamment 2 bâtiments à Karaj, à 30 km à l'ouest de la capitale, selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. En riposte, l'Iran a tiré des missiles hypersoniques Fatah 1, revendiquant un contrôle total du ciel israélien. Une affirmation démentie par Tsahal qui a intercepté 3 drones iraniens et rapporte la perte d'un de ses propres drones abattus en Iran. Aucun bilan humain précis n'a été communiqué pour cette nuit, mais l'intensité des échanges alimente les craintes d'une escalade régionale. Au cœur de cette crise, Donald Trump se trouve face à un dilemme stratégique. Ses récents messages sur son réseau social Truth Social exigent une capitulation sans condition de Téhéran et revendique un contrôle total de l'espace aérien iranien, laissant planer la menace d'une intervention américaine. Pourtant, cette posture belliqueuse tranche avec la doctrine America First qu'il a prônée lors de sa campagne, rejetant l'interventionnisme néoconservateur des guerres en Irak et en Afghanistan. À Washington, ce virage potentiel fracture le camp trumpiste. Des figures comme Tucker Carlson et Charlie Kirk, influents dans la base MAGA, mettent en garde contre un schisme et plaident pour la prudence, invoquant l'échec des aventures militaires passées. À l'inverse, des faucons républicains tels que le sénateur Lindsey Graham ou les animateurs de Fox News poussent pour un engagement décisif, voyant dans ce conflit une opportunité de renverser le régime politique iranien. Le président américain pourrait être d'autant plus tenté de se jeter dans la bataille qu'une victoire pourrait être possible alors que pour l'heure son mandat n'a pas été couronné de succès. En Ukraine, sa résolution du conflit en 24 heures se fait toujours attendre. Et ces mesures, comme l'augmentation des droits de douane ou les coupes dans les budgets de l'USAID, pourraient mettre du temps avant de porter des fruits palpables pour des électeurs qui seront appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat en novembre 2026. Si Donald Trump renonce à mener directement une guerre contre l'Iran, il devrait dans tous les cas apporter son aide à Israël, à qui il témoigne un soutien jusqu'à présent inébranlable. Tel Aviv, qui semble aujourd'hui en position de force, dépend crucialement du soutien américain. La pénurie annoncée de missiles Arrow, essentiels pour intercepter les projectiles balistiques iraniens, et l'incapacité de Tsahal à détruire seul le site nucléaire fortifié de Fordo, nécessitant la bombe GBU-57 exclusivement détenue par les États-Unis, soulignent cette dépendance. Benjamin Netanyahou, dont les objectifs incluent l'élimination du programme nucléaire et balistique iranien ainsi que l'affaiblissement de l'axe de la résistance, cherche à entraîner Washington dans une guerre qu'il ne peut pas remporter seul. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mercredi que son pays s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée, expliquant que toute intervention militaire américaine entraînera des dégâts irréparables. L'Iran
isolé sur la scène internationale, dispose de peu d'alliés. Le Hezbollah est affaibli par les pertes subies en 2024 et adopte une posture défensive, tandis que les Houthis yéménites et les milices irakiennes restent en retrait. La Russie et la Chine condamnent les frappes israéliennes, mais leur soutien se limite à des déclarations diplomatiques, Pékin ayant déjà évacué près de 800 ressortissants d'Iran. Pour Moscou, une chute de Téhéran serait un mauvais signal envoyé après le sort funeste de ses anciens alliés à Damas et Erevan. L'ambassadeur iranien à l'ONU, Ali Bahreini, a qualifié les attaques israéliennes de guerre contre l'humanité, promettant une réponse très sérieuse et ferme. Mais la capacité de Téhéran à riposter s'amenuise avec un arsenal balistique estimé entre 1500 et 2000 missiles, contre 3000 initialement. En France, Emmanuel Macron, de retour du G7, présidait un conseil de défense ce 18 juin pour évaluer la sécurité des ressortissants français et les implications régionales du conflit. En partant du G7, il a fait preuve d'une étonnante lucidité sur un hypothétique changement de régime politique en Iran. Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Les exemples passés en Afghanistan, en Irak et en Libye ont montré les limites de l'intervention militaire occidentale. Au rayon diplomatique, 21 pays arabes et musulmans réclament une zone dénucléarisée au Moyen-Orient, entre aveu de faiblesse et désir de paix. En Iran, la balle semble aujourd'hui être essentiellement dans le camp américain. Un nouveau passage en force de la Commission européenne. Ursula von der Leyen veut imposer l'interdiction d'importer le gaz russe aux États membres, une mesure économiquement suicidaire. Explication Édouard Chano. C'est une folie absolue selon le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó. La Commission européenne a en effet proposé hier, 17 juin, d'éliminer toutes les importations restantes de gaz russe vers l'UE d'ici fin 2027. À la manœuvre, Ursula von der Leyen et le commissaire à l'énergie, le Danois Dan Jorgensen, qui veulent absolument mettre un terme à une exception puisqu'aucune sanction ne frappe pour l'heure le gaz russe, contrairement au pétrole et au charbon. Il s'agit d'une interdiction effective qui restera en vigueur indépendamment du conflit en Ukraine. Elle diffère des sanctions. Nous pouvons l'adopter même en l'absence d'unanimité. Un ou deux pays ne pourront pas la bloquer. Et, bien sûr, c'est un instrument très puissant et décisif. L'Union n'a jamais agi de la sorte. Nous ne pouvons plus nous laisser faire par Poutine qui instrumentalise l'énergie. La Hongrie et la Slovaquie s'opposent à une telle mesure, mais aussi l'Autriche et apparemment l'Italie. Mais les dirigeants européens ont trouvé une ficelle pour se passer des voix contestataires, en faisant passer cette mesure pour une législation commerciale et non comme une sanction qui relève de la sécurité commune. Elle ne nécessitera donc que l'approbation de 15 des 27 pays membres de l'UE, représentant au moins 65% de la population de l'Union. Autre conséquence, que la paix soit conclue ou non, cette interdiction restera en vigueur. Un nouveau stratagème donc que condamne l'économiste Philippe Murer, cofondateur du mouvement politique citoyen. L'Union européenne utilise de plus en plus de ficelles juridiques pour que les pays victimes des politiques décidées par Bruxelles ne puissent plus y échapper. Ainsi, en matière d'accords commerciaux internationaux, comme le fameux traité Mercosur, les contrats sont coupés en deux parties, dont l'une purement commerciale, pour que les pays votent à la majorité. Les pays n'ont plus de droit de veto et ne peuvent plus échapper à des politiques néfastes pour eux. Pour cette interdiction d'acheter du gaz russe, les pays voteront à la majorité qualifiée à cause de cette ficelle juridique. Les bureaucrates de Bruxelles volent de plus en plus de pouvoir aux gouvernements internationaux et exercent sur eux une tutelle de plus en plus forte. Les gouvernements des pays sont ensuite chargés de faire passer la pilule amère à leur population. Avant la guerre d'Ukraine, la Russie fournissait 45% du gaz européen et désormais 19%. La chute des livraisons par gazoduc, divisée par 3 entre 2021 et 2023, à la suite des sabotages du Nord Stream et de la fermeture du Yamal, n'est pas totalement compensée par celle sous forme liquide par navire méthanier. Néanmoins, 10 États membres continuent d'acheter du gaz naturel liquéfié russe.
Il y a 3 semaines, Politico révélait que les Français et Belges souhaitaient obtenir davantage de garanties avant la mise en œuvre d'une fin progressive des achats de GNL à la Russie. L'Hexagone est en effet en première ligne, puisque le gaz russe représente près de 20% de notre consommation gazière. Entre 2023 et 2024, la France a même versé 2,7 milliards d'euros à la Russie. Alors pour Philippe Murer, pas de doute, les conséquences d'une coupure du gaz russe seront désastreuses. A priori, l'Union européenne sera capable d'acheter du gaz liquéfié de l'extérieur d'autres pays en quantité suffisante pour éviter la pénurie. Mais le prix ne sera pas le même. Le prix du gaz liquéfié est par exemple 3 fois plus élevé que le prix du gaz transporté par pipeline. Les prix du gaz en Europe et en France vont donc encore augmenter et d'un facteur très important. Les conséquences seront toujours les mêmes. Les ménages vont payer des factures de chauffage toujours plus élevées, ce qui les mettra en difficulté financière. La consommation des autres produits et l'activité économique sera donc affaiblie. Les entreprises qui utilisent beaucoup de gaz, dans l'industrie, la fabrication d'engrais, seront poussées à partir d'Europe, à délocaliser leur activité pour échapper à ces hausses de prix. S'ils vont aux États-Unis ou en Chine, le gaz sera 3 fois moins cher pour nos industriels. On peut donc s'attendre à la poursuite de la paupérisation des ménages européens et à la poursuite de la désindustrialisation de l'Europe. Les prix de l'électricité, les prix agricoles et industriels auront tendance à monter et la croissance continuera à diminuer. Cette stratégie est évidemment suicidaire. Les intérêts financiers des fleurons français sont aussi menacés. Total Energy continue de s'approvisionner via gazoduc, détenant encore 20% du champ gazier sibérien de Yamal LNG, en conformité avec les décisions de l'UE de maintenir à ce stade l'approvisionnement en gaz russe. L'entreprise rappelle toutefois qu'elle ne pourra dénouer les contrats de long terme signés avec des sociétés russes sans subir de très lourdes pénalités financières. Mais pour Bruxelles, peu importe si les mesures économiques visant la Russie continuent de causer plus de tort aux économies des pays européens qu'à Moscou, la Commission, visiblement, ne craint pas de persévérer dans l'erreur. L'éducation nationale continue sa dégringolade et de nouveaux rapports constatent une absence totale de vision sur le long terme. Renaud de Bourleuf. Pendant que les terminales passent leur baccalauréat, l'éducation nationale est elle aussi évaluée. Et les notes sont mauvaises. Mardi, un rapport sur la mise en place des groupes de besoins en français et en mathématiques a été remis au ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, l'IGESR, s'est penchée sur la réforme initiée par Gabriel Attal et mise en place en septembre 2024. Rappelons que cette mesure remettait en question le collège unique avec une répartition des élèves de 6e et 5e dans 3 groupes selon leur niveau en français et en mathématiques. La répartition était faite à partir des résultats des évaluations nationales de 6e. Les groupes de niveau étaient le pilier du choc des savoirs promu par Gabriel Attal. Mais une fois la réforme annoncée, le ministre quittait la rue de Grenelle pour Matignon en déclarant « J'emporte avec moi la cause de l'école ». Mais il nommait à l'éducation nationale Nicole Belloubet, qui a très vite détricoté sa réforme. En mars 2024, elle annonçait la mise en place de groupes de besoins et plus de groupes de niveau, et rendait possible le retour en classe de référence jusqu'à 10 semaines par année. Avec ces déclarations contradictoires, les différents établissements scolaires ont mis en place ces groupes avec beaucoup de souplesse. La plupart des collèges ayant constitué ces groupes ont opté pour les groupes de niveau. Selon l'IGESR, les premiers résultats sont mitigés. Les enseignants notent que le dispositif permet une meilleure visibilité des élèves en difficulté avec une meilleure compréhension de leurs besoins. Selon eux, ces groupes permettraient de redonner confiance, redonner envie et remobiliser les élèves. L'IGESR considère cependant que les professeurs ont des difficultés à adapter véritablement et de manière efficace leur pratique professionnelle au public accueilli, notamment lorsqu'il s'agit des élèves les plus fragiles. Le rapport avance aussi que ce dispositif pourrait augmenter les écarts de réussite entre groupes d'un même établissement. Mais sur ces derniers points, c'est plutôt la méthode en elle-même des professeurs qui est à remettre en cause. L'IGESR souligne aussi des difficultés dans la mise en œuvre de ces groupes, la construction des emplois du temps, des locaux insuffisants, ainsi que la faible disponibilité des enseignants. En effet, Gabriel Attal a eu cette idée alors que le problème de la pénurie de professeurs n'est toujours pas réglé. C'est précisément le sujet d'une note du Haut Commissariat à la stratégie et au plan intitulée « Enseigner, une vocation à reconstruire, un équilibre à restaurer ». Dans ce document remis ce mercredi par Clément Beaune au ministre de l'Éducation Elisabeth Borne, des constats sont une nouvelle fois posés. À la rentrée 2024, 3200 enseignants manquaient à l'appel dans les écoles, collèges et lycées. De plus, le nombre de départs volontaires augmente régulièrement depuis 2013 et les rémunérations trop faibles ne rendent pas le métier attractif. Clément Beaune évite soigneusement certains sujets tels que la perte d'autorité, voire de sécurité dont souffrent de nombreux professeurs, ainsi que l'absence de lisibilité dans les trop nombreuses réformes de leur métier. Une autre note a été remise le même jour par le Haut Commissariat. Niveau scolaire, faut-il s'inquiéter ? Dans ce document de 16 pages, Clément Beaune pose des constats qui ont été faits depuis longtemps. Le rapport s'intéresse à la dégringolade des élèves en français et en mathématiques, comme le dernier classement PISA de 2023 l'a montré. L'idée du Haut Commissariat de faire une synthèse des dernières études
permettant à Clément Beaune de déclarer qu'un enfant de cadre en 2017 a de moins bons résultats en calcul qu'un enfant d'ouvrier en 1987. Il y affirme que la formation des enseignants est une piste à étudier. Mais pour les recommandations du Haut-Commissariat, il faudra attendre janvier 2026. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Nouvel échec du conclave des retraites. Mardi soir, les discussions syndicales sur la réforme Borne se sont terminées sans accord. Une ultime réunion a été annoncée pour le 23 juin, un énième report alors que ces consultations décidées par François Bayrou devaient s'achever le 28 mai. D'autre part, la nouvelle réunion reste floue tant sur le contenu que sur les participants. Le MEDEF et la CFTC ont fait part de leurs hésitations à y participer. Pour la réunion ratée de mardi, un point a mis d'accord les représentants syndicaux. La proposition de François Bayrou d'une prime pour inciter les salariés seniors à retarder leur départ à la retraite a été rejetée. Vous pouvez continuer à faire vos courses avec vos titres restaurants. Mardi, le ministre du Commerce et des PME, Véronique Louwagie, a annoncé la pérennisation au 1er janvier 2027 de l'utilisation des titres restaurants en supermarché, y compris pour les produits non directement consommables. Le ministre a aussi annoncé la dématérialisation de ces titres, mettant fin à l'utilisation des tickets. Un pédophile aux méthodes simples mais redoutables. Lundi, à Bordeaux, un individu de 60 ans a été condamné à 4 ans et 3 mois de prison ferme pour corruption de mineurs et agression sexuelle sur mineurs. Sa méthode, se placer dans le rayon de confiserie d'un supermarché pour aborder les adolescents et les suivre. Il aurait ainsi régulièrement abordé 6 mineurs âgés de 12 à 13 ans. 2 d'entre eux ont rapporté des attouchements. Sorti de prison en janvier, il était de nouveau passé à l'acte 2 mois après sa remise en liberté. Disparition d'un ancien champion de football. Mardi, Bernard Lacombe est mort à l'âge de 72 ans. Né à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, il a commencé sa carrière en 1969 à l'Olympique lyonnais. Une carrière poursuivie brièvement à l'AS Saint-Étienne, puis dans les années 80 chez les Girondins de Bordeaux. Triple champion de France avec le club bordelais, il remporte également avec l'équipe de France le championnat d'Europe 1984. Un peu de lecture pour l'été. Anne Brassier vous invite à son salon du livre à Paris le mardi 24 juin, rue Monsieur dans le 7e arrondissement. Au programme, la présence de l'académicien André Makin, de Philippe Hemsen, premier biographe de Jean Raspail, ou encore de Christine Sourgin. Les visiteurs pourront acheter et faire dédicacer leurs ouvrages, l'entrée est libre, et l'événement se déroulera de 17h à 22h. L'actualité internationale en bref. L'Empire du Soleil Levant veut revenir à la table des producteurs d'armes. Le Japon, longtemps pacifiste, opère un virage stratégique en assouplissant ses restrictions sur les exportations d'armes, abandonnant ces 3 principes de 1967. Le ministre de la Défense, Gen Nakatani, et le Premier ministre Shigeru Ishiba soutiennent cette relance pour renforcer l'industrie de défense nippone, affaiblie par des décennies de restrictions. En 2024, le Japon ne représentait que 0,1% des ventes mondiales d'armes, selon le CIPRI, contre 3,9% pour la Chine. Cette contribution proactive à la paix initiée par Shinzo Abe vise l'interopérabilité avec les alliés. Face à l'incertitude des relations avec les États-Unis, Tokyo cherche à réduire sa dépendance et à relancer son industrie, suivant l'exemple de l'Allemagne et de l'UE qui dopent leurs dépenses militaires. Lula adulé, mais Lula pas plus écolo que Bolsonaro. À quelques mois de la COP30 à Belém, le président Lula da Silva, dont l'élection a été saluée par les partis écologistes occidentaux et par Emmanuel Macron, persiste dans son projet d'exploiter 146 000 km² de terrains pétroliers, malgré une forte opposition. L'Instituto Climat Info estime que cela libérerait 11 milliards de tonnes de CO2. L'Agence internationale de l'énergie juge ce plan incompatible avec la neutralité carbone 2050. Les communautés indigènes d'Amazonas craignent pour leur territoire, tandis que Petrobras, opposé à la vente aux étrangers, défend la souveraineté brésilienne. Lula argue de son côté que le pétrole financera la transition énergétique, mais ce pari économique menace la crédibilité du Brésil, hôte de la COP30, et exacerbe les tensions avec les défenseurs de l'environnement. Le rêve américain s'effrite. La proposition de budget 2026 de l'administration Trump pour la NASA, fixée à 18,8 milliards de dollars, entraîne une coupe de 24% qui menace gravement ses capacités. Casey Dreyer de la Planetary Society alerte sur les conséquences de cet ajustement avec la réduction des effectifs dans les centres de recherche, l'affaiblissement des missions robotisées et aéronautiques et un pari risqué sur le privé pour les vols habités. Malgré les ambitions lunaires et martiennes, le budget limite les moyens de les réaliser. Si le Congrès pourrait rétablir des fonds, l'absence de consensus compromet la pérennité des programmes.
La Pologne devient-elle la nouvelle Riviera de l'Est? À la faveur des températures élevées, le pays attire de plus en plus de touristes étrangers en quête de fraîcheur estivale. En 2023, 19 millions de visiteurs ont découvert ces 770 km de littoral baltique, où la brise et une eau à 16 degrés, et probablement la population présente sur place, séduisent face aux canicules méditerranéennes. Sopot et Gdansk, affiche complet portée par des touristes allemands, tchèques et français. Cracovie, avec 2,3 millions de visiteurs, voit affluer des voyageurs du Golfe, mais craint le surtourisme. Les 23 parcs nationaux et les massifs des Tatras attirent aussi, tandis que des liaisons améliorées dopent l'afflux tchèque. Loin de la perspective d'un conflit ouvert très hypothétique avec la Russie, la Pologne est une des surprises des tendances touristiques européennes. Ce soir, passé, présent et demain dès 7h, notre Zoom, Mathieu Lavagna, présente son ouvrage « L'euthanasie en débat, peut-on donner la mort par compassion ?» C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À jeudi.